Le jour se lève sur le manoir du Catel, niché au cœur de son vallon, protégé par une hêtraie formant le plus grand clos masure du pays de Caux. Émouvante sentinelle à l'identité monacale, féodale et rurale, l'imposante maison forte témoigne de l'âge d'or du Moyen-Âge normand. Car c'est ici que les puissants abbés de Fécamp rendaient justice au XIIIe siècle. Ce monument emblématique de cette histoire a pourtant bien failli disparaître sous l'effet conjugué de l'insouciance des hommes et des injures du temps. Frédéric Toussaint est entré pour la première fois dans ces lieux il y a 20 ans. Le manoir était alors en train de s'effondrer. Mais la magie du lieu et la majesté du monument ont séduit cet amoureux du patrimoine. Je suis passionné de Moyen-Âge depuis ma plus tendre enfance, je suis normand d'origine et j'ai cherché pendant 2 ans un lieu médiéval et normand où je pourrais m'investir. Et quand j'arrive ici, le lieu est absolument dans un état de désolation absolue. C'est en hiver, il y a des fleuves de boue partout, des hangars agricoles des années 50, une ferme en béton. Une maison a été construite en façade, une maison de briques. Le manoir est en train de se déliter, les cheminées sont tombées, des milliers de trous dans la toiture. Mais au milieu de tout cela, il y a une porte, cette porte fortifiée magnifique et qui est même elle dans un triste état, mais d'emblée, je vois que c'est un joyau qui ne demande qu'à être restauré. Cette porte est extrêmement symbolique, elle incarne à la fois la pureté du Moyen-Âge, elle incarne la transcendance du Moyen-Âge, elle incarne la force du Moyen-Âge et c'est vrai que cette identité de lieu est très spécifique, c'est un lieu qui est à la fois monacal, féodal et rural et cette porte, je le dis toujours, je suis tombé amoureux de cette porte fortifiée et c'est elle qui va me guider tout au long des travaux. Je pense que la chance, c'est que je n'ai pas évalué d'emblée l'importance du chantier et l'importance des travaux. Il y a eu une immense hésitation devant la destruction qui était déjà largement entamée du lieu, mais la conviction immédiate que je pourrais lui rendre sa beauté intemporelle et que je pourrais faire de ce manoir qui était en ruine quand je l'ai acheté, l'un des plus beaux manoirs normands. À cette époque, les spécialistes pronostiquaient l'effondrement du manoir du Catel dans les 3 années à venir. S'il veut éviter que son rêve ne devienne un tas de ruines, Frédéric Toussaint doit agir vite. Alors là, on rentre dans le manoir et là, c'est encore plus dramatique qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que la cour est remplie de terre et de paille. Il y avait encore des animaux partout dans les communs ici. On a de la boue et quand il y a un orage, un fleuve de boue qui rentre à chaque fois. Le mur ici est en train de se déliter, de se détruire. Il y a une immense ouverture qui a été creusée ici dans ce mur d'enceinte pour rentrer avec les charrettes de foin. Donc tout est prêt à s'effondrer. Et puis le commun arrière, alors là c'est la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des forêts d'arbres qui poussent à l'intérieur. Le mur se délite par mètres carrés entiers. Ici, une cloison de béton des années 50 épouvantable. Et toute la cour est dans un état, un capharnaüm qu'on ne peut même pas imaginer. Mais surtout, tout est en train de s'effondrer. Et on a peur du premier gel et du premier hiver. Et donc là, c'est la déclaration de guerre. Là, on se dit qu'il y a un chantier absolu d'urgence pour sauver les communs, parce que derrière ces communs, c'est bien sûr, ces communs n'ont pas grand intérêt parce qu'ils sont tardifs, mais derrière ces communs, c'est le mur d'enceinte du manoir du Moyen-Âge qui est en jeu. Avant de se lancer dans le projet de sauvetage des communs, le propriétaire a une urgence absolue à gérer. 2 mois après l'acquisition du manoir, les entreprises ont fait une effrayante découverte. Je viens d'acheter le manoir et puis on découvre à la première visite de chantier eh bien, l'horrible nouvelle, donc la mérule, 7 foyers de mérule actifs dans le manoir. La charpente est touchée, les 2 planchers et la mérule, c'est ce champignon qui a détruit plus de châteaux que les guerres et la Révolution, puisque la mérule, c'est une pourriture cubique qui vient par un champignon et qui pulvérise les bois et qui fait qu'en quelques mois de destruction, donc
tous les bois s'effondrent, la charpente tombe sur les murs, pousse les murs. Donc là, la charpente est menacée, les planchers eux-mêmes qui tiennent le manoir sont menacés et il faut agir extrêmement vite. Et je vais mettre 10% du prix d'achat du manoir dans le premier traitement contre la mérule. Donc ça donne l'ampleur des dégâts et la situation à laquelle on est confronté. Sauver le manoir permettrait aussi de protéger un trésor inestimable. Car sur ces murs se cache une collection unique de graffitis qui racontent les heures sombres des lieux. Alors là, nous sommes dans une des pièces qui est la plus chargée d'émotions du manoir, puisque nous sommes dans une des pièces qui détenaient les prisonniers. Donc nous sommes dans un lieu de haute justice qui va fonctionner du XIIIe au XVe siècle notamment. Et ici, on amenait des prisonniers en attente de jugement. Et on découvre ici, dans ces pièces, dans un état délabrement avancé, eh bien que les murs sont couverts de graffitis. On le voit ici avec ces graffitis qui sont dessinés, gravés donc, par les prisonniers pendant des siècles et donc plutôt en hauteur puisqu'il y avait, on pense au Moyen-Âge, une mezzanine haute qui permettait aux détenus de dormir sur une paillasse. Et le manoir du Catel a la particularité et le triste record de la plus grande collection de graffitis de pendus, puisqu'ici, bien sûr, c'était la peine capitale que l'on redoutait le plus quand on était amené ici. Et donc, vous le voyez ici, des graffitis extrêmement précis pour les spécialistes qui prouvent que les gens qui ont dessiné ces scènes avaient assisté à des scènes de pendaison avec des détails extrêmement scabreux. Également, beaucoup d'églises, comme des ex-voto que les prisonniers dessinaient. Donc, tous ces murs sont chargés d'émotions, de traces de vie, et on est dans un lieu unique. Comme l'a dit l'un des architectes en chef des monuments historiques, le manoir du Catel n'est pas seulement un monument, c'est un document, parce que tous ces murs, 3000 graffitis relevés par la DRAC, couvrent les murs du manoir, des centaines sont classés d'importance majeure, ils racontent une histoire qui s'étale à travers les siècles, et le manoir c'est un lieu de vie, alors bien sûr avec son côté horrible et pénible sans doute, mais un lieu de vie, et on doit préserver cela. Pour moi, c'est devenu une évidence d'emblée, dès les premières semaines, que ces graffitis étaient un corpus, un trésor qu'il fallait préserver et transmettre. La première action, c'est bien sûr la démolition de la maison construite au XIXe siècle. Cette maison qui est un ajout et qui défigure le manoir, qui va le défigurer pendant des dizaines d'années. Cette maison qui n'était pas laide en soi, mais qui défigurait le manoir, eh bien, je décide bien sûr, sous le contrôle de la DRAC, de la détruire et de restituer le manoir dans sa pureté originelle. Et le 25 août 2000, une date très symbolique, donc jour de mes 40 ans, donc cette maison tombe en quelques minutes sous les coups d'une pelleteuse. Bien sûr, tout a été contrôlé, étudié, minutieusement préparé, et la maison disparaît dans un nuage de poussière, et d'un seul coup, c'est le manoir qui apparaît avec ce volume initial et médiéval, entouré de tout ce chantier et de tout ce qui reste à faire, mais le manoir lui-même réapparaît dans son volume. Il faut désormais passer au grand chantier de restauration. C'est le début de 3 ans de travaux sans discontinuer. À commencer par le sauvetage de la tour sud-ouest, qui menace de s'effondrer. Il s'agit bien d'une opération de sauvetage. Le ministère de la Culture a fait pression sur les anciens propriétaires pour qu'elle soit ceinturée, qu'elle ne s'effondre pas. Et donc, des compagnons vont se relayer pendant 9 mois, tous les jours, pour sauver cette tour. Et au début du chantier, c'est l'un des grands chantiers d'angoisse du manoir, l'entreprise qui travaille sur la tour ne garantit pas et ne veut pas s'engager sur le fait que la tour ne s'effondrera pas parce qu'elle est tellement endommagée qu'on ne le sait pas. Donc la tour va être sauvée au bout de 9 mois. La charpente construite par les compagnons au sol arrive avec une grue et va recoiffer la tour et lui redonner à nouveau son volume initial. On a gagné la deuxième bataille. La troisième bataille gagnée immédiatement, c'est bien sûr cette charpente et cette couverture qui font que le manoir se retrouve à nouveau hors d'eau. On commence à espérer qu'on va pouvoir définitivement le sauver. En 2002, le sauvetage des extérieurs est terminé. Ce sont les artisans du patrimoine qui entrent en scène. Après le gros œuvre, c'est maintenant l'intervention des menuisiers.
Alors ici, nous avons restauré toutes les menuiseries. Enfin, quand je dis restaurer, c'est un bien grand mot parce qu'il n'y en avait plus du tout. Donc il a fallu les créer. Alors, pour un projet comme des menuiseries du XVe siècle, il y a 3 métiers indispensables. L'un sans l'autre, on ne peut rien faire. Il y a le menuisier qui travaille le bois, il y a le maître verrier qui va créer ses panneaux de verre, et enfin, il y a le ferronnier qui, lui, va créer toutes ces ferronneries. Les vitraux, c'est Patrick Forfait, c'est un local, il est dans la région d'Ormont. Et le ferronnier, c'est un ferronnier d'art qui est de Bretagne, à Lanvalet, c'est Robert Auguet. La chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait encore au manoir un vieux volet qui était emmuré et qui était très haut, donc que personne n'avait touché, il était encore en place. Ce qui nous a permis de retrouver toutes les ferronneries anciennes. Alors ces ferronneries-là sont des copies des ferronneries qui existaient à l'époque. Ensuite, pour la création de ce volet, pour le panotage, il y avait encore sur le manoir une vieille porte. C'est assez exceptionnel parce que le bois est un matériau qui malheureusement s'abîme, qui se brûle, qui servait pour d'autres utilités. Ici, retrouver une porte d'époque, c'est vraiment exceptionnel. Sur cette porte, il y avait des panneaux à queue de carpe. Voilà, ça c'est un panneau à queue de carpe, ce qui nous a permis de faire l'empreinte et de recréer les mêmes panneaux pour les volets. On se met un petit peu à la place de notre confrère qui, au XVe siècle, a fabriqué cette porte. Alors, on a l'habitude de travailler dans des demeures anciennes, mais celle-ci est un petit peu plus atypique. Restaurer, recréer, redonner vie à un monument, c'est quelque chose de magique. Donc, bien entendu, on est très heureux d'avoir créé toutes ces menuiseries. Pendant que les menuisiers fabriquent volets, portes et fenêtres, un bras de fer s'engage entre Frédéric Toussaint et l'administration. Le propriétaire est déterminé. Il veut reconstruire la tour nord-ouest qui a disparu il y a plusieurs centaines d'années. Cette tour nord-ouest va faire l'objet d'une nouvelle passion, c'est de rendre au manoir cette symétrie que les chercheurs ont mise au jour, c'est-à-dire que les abbés avaient voulu un ouvrage symétrique parce que cette symétrie au Moyen-Âge avait une importance, rendre sa beauté esthétique au manoir et également faire une tour technique qui permettrait de protéger toutes ces salles couvertes de graffitis. Donc là, je pense que c'est facile. Et là, d'un seul coup, j'ai l'administration d'État, représentée par l'architecte des Bâtiments de France, qui me dit il y a la charte de Venise, on ne peut pas restituer à l'identique dans un monument qui est protégé au titre des monuments historiques. D'âpres négociations démarrent alors. Il va falloir trouver un compromis. Là, on a une période de tension au départ parce que j'ai l'impression que la DRAC ne veut pas que je restitue cette tour. Moi, je veux la restituer et petit à petit, nos positions vont se rapprocher et avec, je dirais, une intelligence de la solution que l'on va trouver. Donc le challenge, c'était de restituer le volume global de la tour dont on était certain, mais encore une fois, pas sa surface extérieure. Donc le débat, ça a été de trouver une manière de mise en œuvre dans les maçonneries qui ne fasse pas illusion, qui montre bien qu'on était dans une restauration qui date de notre époque et non pas quelque chose qui se voulait faussement médiéval. Et donc quand vous regardez de près cette tour et quand vous la comparez avec la façade ouest du manoir, vous remarquez donc que ce fameux épiderme est différent. C'est-à-dire que la façade ouest du manoir, qui elle, évidemment, est d'origine médiévale et qui a été restaurée telle qu'elle était à peu près, on voit une dominante de matériaux durs, en l'occurrence le silex, par rapport au matériau que je qualifierais de mou, qui est l'enduit. Et aujourd'hui, on ne peut être que satisfait, puisqu'effectivement, au-delà du grand trophée de la belle restauration de France, ce travail est salué, même par des spécialistes aujourd'hui. C'est un très bel exemple de restauration. Et de cette crise, entre guillemets, cette tension qu'il y a eu, est née une très très belle collaboration ensuite avec l'administration d'État. Je m'appuie sur toute l'expertise de ces spécialistes que sont les architectes des Bâtiments de France ou le conservateur régional. Eux ont confiance en moi, ils savent que je suis là pour sauver le manoir dans son intégrité initiale et donc on a quelque chose de très réussi. Avec la reconstruction de sa deuxième tour, le manoir a retrouvé sa symétrie d'origine.
Alors le chantier des planchers, lui, va intervenir 7 ans après le début de la restauration. Donc le manoir est sauvé, l'essentiel est sauvé. On sait simplement qu'il y a eu la mérule, ce qui était extrêmement dangereux. Le manoir était bien sûr comme toutes ces maisons fortes du XIIIe siècle avec des planchers de bois, planchers du haut du rez-de-chaussée, planchers haut du premier étage. C'est un risque de conserver des planchers de bois. On prend la décision avec mon architecte et avec la DRAC donc de restituer des planchers de béton qui vont surverrouiller le manoir sur lui-même. Et en fait, va commencer un chantier donc extrêmement coûteux et extrêmement périlleux, puisque bien sûr le principe d'une dalle béton, c'est d'ancrer dans les murs, donc de creuser légèrement les murs, mais d'ancrer cette dalle dans les murs. On va respecter scrupuleusement le niveau de bois et tout le solivage donc d'origine du manoir. Et on va travailler avec une grosse entreprise, bien sûr, de la région qui est spécialiste de cette opération. Mais ce que je ne réalise pas d'emblée, c'est qu'en fait, une chape de béton pèse des dizaines de tonnes et que lorsqu'on coule la dalle de béton, elle n'a aucun effet de superstructure, mais que jusqu'à ce qu'elle sèche, elle pèse sur l'édifice. Et donc, on va, le coulage de la dalle est juste impressionnant et angoissant, puisque en fait il y a des dizaines de chandelles de métal qui tiennent toutes les poutres qui sont posées. On coule bien sûr la dalle d'abord du premier étage, et donc tout le rez-de-chaussée du manoir est une forêt de poteaux qui tiennent le manoir. Et là on voit surtout, je me souviens de cette image effrayant, où les compagnons courent parce que même sur les grosses poutres que vous pouvez voir là, donc avec toutes ces chandelles, d'un seul coup on voit des chandelles qui plient sous le poids du béton, et donc le maître des compagnons crie, fait venir, on renforce, on double les chandelles à certains endroits. Bon, et finalement tout se passera bien évidemment, mais pendant 29 jours, jusqu'à ce que tout soit séché, j'ai l'angoisse absolue. Je me dis tout peut basculer, tout peut disparaître, mais bon, on a travaillé sous le contrôle de la DRAC avec un architecte, avec des spécialistes, tout se passe bien, mais c'est vraiment une des périodes les plus angoissantes, la dernière période la plus angoissante de la restauration. Au terme de près de 20 ans d'efforts, le monument est enfin sauvé. Les travaux les plus importants sont achevés. Le manoir du Catel a reçu en 2013 le grand trophée de la plus belle restauration de France. Le manoir du Catel est le seul qui reste avec une authenticité, une véritable magie du lieu, si on peut se permettre l'expression. C'est aujourd'hui, et ça demeure, l'unique lieu de justice de la baie de Fécamp. Alors je crois qu'on peut vraiment saluer le propriétaire, Frédéric Toussaint, d'avoir acheté à une date quand même très symbolique, qui est l'an 2000, ce manoir. C'était donc déjà une très belle ouverture vers le XXIe siècle. Et je crois que tous les participants ou tenants ou administrations qui ont géré de près ou de loin cette restauration saluent vraiment la très grande authenticité de cette restauration pour lui avoir conservé l'esprit des lieux avec un grand respect du monument. Il y a eu des moments d'effort, de découragement, des moments de doute, des moments merveilleux, mais aucun regret puisque l'œuvre est réalisée. Le rêve est réalisé, c'est-à-dire d'avoir sauvé ce manoir, et maintenant il peut repartir pour une très longue vie de plusieurs siècles, et surtout il peut servir à devenir à nouveau un lieu de vie et un lieu, puisque c'est mon souhait, un lieu ouvert au public. Et ce qui est intéressant, c'est que le manoir va rentrer dans un dispositif qui permet de relier le manoir à l'église, en partenariat bien sûr avec la commune, avec tout un chemin piétonnier qui va réinscrire le manoir dans son système d'allées qu'il connaissait et qu'on peut voir encore sur des plans du XVIIe siècle. Alors une aventure comme celle-ci, c'est forcément une aventure personnelle puisque c'est une décision très lourde de conséquences dans la vie personnelle. Mais en revanche, dans cette aventure, je remercie donc vraiment tous les gens qui ont pu m'aider. Donc qui sont d'abord bien sûr ma famille et mes amis, bien sûr l'ami qui partage ma vie, mais au-delà, par cercle concentrique, toute l'association de sauvegarde, la mairie des Créteville, et puis bien sûr tous les partenaires de la restauration, les entreprises formidables qui travaillent et leurs compagnons, les élus qui ont soutenu dans cette démarche, la DRAC bien entendu, et tous les experts de cette administration
l'administration de la culture qui ont porté ce projet avec moi et qui font qu'aujourd'hui, on est dans ce succès. Moi, je dirais simplement pour finir que Victor Hugo, qui est l'un de nos plus grands auteurs et qui est lié d'ailleurs à notre région, a eu cette phrase magnifique, comme il était amoureux du patrimoine: un monument appartient bien sûr à son propriétaire, mais sa beauté appartient à tous.